Nous allons aborder maintenant le suivi du traitement par HU. C'est donc la partie 3 de la vidéo « Comment je prescris l'hydroxyurée ». Au cours du suivi, une fois la dose maximale tolérée obtenue, il est essentiel d'évaluer à chaque consultation l'efficacité clinique du traitement en interrogeant sur la survenue des épisodes douloureux, mais également sur la consommation dentalgique et l'absentéisme scolaire. Votre évaluation doit s'appuyer sur l'expérience et le ressenti des parents et des enfants en tenant compte de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils vivent au quotidien. Parallèlement, il convient d'évaluer l'efficacité biologique et la tolérance de la CHU à l'aide du bilan biologique. Celui-ci est identique au bilan pré-thérapeutique et doit être impérativement comparé au bilan initial de référence. Pour évaluer l'observance, à titre indicatif, à la posologie de 20 mg par kilo et par jour, vous devez observer une augmentation du VGM de 10 femtolitres. En revanche, il n'y a souvent que très peu de modification du taux de PNN. À la posologie de 30 mg par kilo et par jour, l'augmentation du VGM est d'environ 20 femtolitres et vous observez une réduction habituellement significative du taux de PNN. Attention à ne pas confondre efficacité du traitement par HU et observance. L'augmentation de l'hémoglobine et de l'hémoglobine F est un signe d'efficacité et non d'observance. La surveillance comprend un examen clinique et un bilan biologique tous les 3 à 6 mois avec un minimum de 2 fois par an. Ce rythme est à adapter à la compréhension des familles, l'observance et à l'âge. Il n'y a pas de toxicité hématologique accrue attendue lorsque vous prescrivez la CHU avant 2 ans chez le nourrisson. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir une surveillance accrue à cet âge. En revanche, chez le nourrisson, comme autour de l'adolescence, du fait de la forte croissance, il faut veiller à augmenter la posologie au prorata de la prise pondérale attendue entre 2 consultations. Car la survenue de crises entre 2 consultations est source de découragement et de perte de confiance. Il est important de partager les résultats biologiques avec les parents afin de renforcer leur sentiment d'efficacité. Il convient également de s'adapter à la situation familiale pour la prescription, en modulant si nécessaire les horaires, la répartition des prises ou les modalités d'administration, afin de valoriser les compétences, l'expérience et la créativité des familles. Enfin, je finirai en rappelant les recommandations de la HAS de 2017, qui insiste sur la co-construction du projet de soins en prenant en compte l'environnement des familles et des patients et en développant leur capacité d'agir. Cette capacité d'agir peut être entravée lorsque le contexte exerce une pression. Du côté des patients et de leurs familles, ces pressions peuvent provenir de plusieurs facteurs. Il existe tout d'abord une situation d'isolement et de charge mentale, liée notamment aux séparations familiales lors de la migration, aux déclassements sociaux et professionnels des parents, ainsi qu'aux traumatismes vécus dans les pays d'origine, en lien avec la drépanocytose ou en lien avec le contexte politique et le parcours migratoire. S'y ajoutent des pressions liées aux représentations collectives de la maladie dans les pays d'origine, pouvant entraîner une stigmatisation des enfants et des familles. Enfin, certaines pressions peuvent aussi venir des soignants, notamment lorsque des jugements négatifs sont portés ou lorsque les professionnels pensent à la place du patient. Du côté des soignants, d'autres contraintes sont présentes, notamment des pressions liées au temps et à la performance qui limitent les possibilités d'écoute des familles ainsi que la charge du travail des professionnels ne maîtrisant pas toujours les spécificités de cette maladie dite rare. À cela s'ajoutent les a priori scientifiques, lorsque seuls les éléments objectivables sont pris en compte au détriment du vécu du patient. Par exemple, considérer qu'en l'absence d'anomalies biologiques, la douleur du patient n'est pas crédible revient à invalider l'expérience du patient. La réalité vécue par le patient correspond à l'ensemble de l'iceberg et non seulement à sa seule partie émergée, accessible aux soignants. Si nous apprenons en tant que professionnels à nous appuyer sur les savoirs des familles et des patients qui vivent la partie immergée de cet iceberg, nous gagnerons en temps, en compréhension
et en efficacité thérapeutique.